Je vous propose de commencer. Donc, je suis Paul Vélec, je suis enseignant de mathématiques au lycée Aménidé à Aéroville. Et donc, j'ai été contacté par chez vous pour vous parler de l'usage que j'ai des tablettes en classe. Alors, usage en tant que professeur. Donc, je me suis équipé d'une tablette à titre personnel et je l'utilise en classe pour m'aider à préparer mes cours et pour m'aider pendant mes cours. Donc, c'est ce retour d'usage que je me propose de faire dans un premier temps. Donc, vous montrer un petit peu à quoi me sert la tablette. Je dirais que l'usage principal que j'en ai, c'est comme ce que je fais tout de suite, c'est-à-dire je m'en sers pour me détacher du tableau et être mobile dans la salle de classe. Contrairement au tableau interactif où on est finalement toujours au tableau, la tablette me permet de m'affranchir de ce fil virtuel et de me promener dans la salle de classe. Donc, ça permet déjà un certain nombre d'usages que je me propose de vous présenter. Ensuite, la tablette m'aide aussi à préparer et à diffuser mes cours. Donc, je vous montrerai quelques exemples de ce type d'usage dans un second temps. Ensuite, je vous parlerai aussi de l'ENT, puisqu'on peut avoir un lien aussi intéressant entre la tablette et l'ENT, puisque l'ENT a été conçu de manière à avoir un affichage optimisé sur les tablettes. Donc, du coup, les tablettes peuvent servir comme support pour accéder à l'ENT. Et là, on peut aussi déborder du coup sur des usages à destination des élèves. Alors, après, quelques difficultés techniques ou d'organisation auxquelles on peut être confronté quand on utilise les tablettes. Et puis, pour finir, peut-être faire une extension sur l'utilisation des tablettes par les élèves. Mais là, du coup, je serai plus dans la projection puisque je n'ai pas la chance d'avoir une classe équipée de tablettes. Donc là, pour le moment, c'est plus sur ce que j'aimerais faire et pas forcément un retour d'expérience réelle. Donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Je vais essayer de ne pas déborder, pas faire plus d'une demi-heure, de manière à permettre des échanges et puis essayer de répondre au mieux aux questions que vous posez, répondre à vos problématiques. Comme usage mobile dans la classe. Et une application très simple et qui se trouve sur toutes les tablettes, c'est l'appareil photo. Et l'appareil photo, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je l'utilise pas mal. Je circule dans la classe et il m'arrive de voir des choses intéressantes ou des choses moins intéressantes. Je les prends en photo directement et je les projette. Donc en fait, en classe, je suis sur une configuration complètement analogue à celle-ci, c'est-à-dire ma tablette est projetée en permanence sur le vidéoprojecteur par un dispositif que je vous décrirai plus tard. Et donc, tout ce que j'ai sur ma tablette, mes élèves le voient. Du coup, je peux me déplacer dans la salle de classe. Dès que je vois quelque chose sur un cahier d'élèves, je vais le prendre en photo, le projeter instantanément, ce qui permet tout de suite de créer le dialogue, de gagner du temps aussi, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer l'élève au tableau pour recopier ce qu'il a sur. Donc, on a tout de suite une interactivité et une réponse immédiate. Et ça, c'est quelque chose qu'utilise vraiment l'application la plus courante et la plus banale de la tablette, c'est l'appareil photo. Donc, rien que l'appareil photo, c'est un outil pédagogique extrêmement riche. Donc, premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ici en liaison avec un manuel numérique. Donc, en mathématiques, on a sur le niveau second de la chance d'avoir des manuels qui sont libres de droit, téléchargeables gratuitement au format PDF, qui s'appelle Césamat. Donc là, c'est le Césamat seconde. Il existe également pour tout le niveau collège. Donc, c'est un outil intéressant puisque je peux le télécharger sur ma tablette et le projeter. Donc ça peut être très pratique pour tout ce qui est exercice où il faut compléter des figures, etc. Donc on va pouvoir, avec la tablette, directement faire des dessins, faire des figures, annoter son manuel. Quand il y a des exercices comme ça, comme l'exercice 25, où c'est des exercices à trous, on va pouvoir, pareil, écrire directement sur le manuel les réponses, ce qui évite de recopier la consigne. Même avec le doigt, on n'a même pas besoin de stylet.
puisque l'application, si vous la voyez, en fait, elle est équipée d'un système de zoom qui va permettre de grossir la zone sur laquelle on écrit. Donc, le zoom n'apparaît pas à l'écran, ce qui laisse une lisibilité parfaite pour les élèves. Par contre, l'enseignant n'a pas besoin d'être équipé d'un stylet ou d'un dispositif très compliqué. Et il va pouvoir avoir une écriture manuscrite et compléter un document, annoter un document qui va être projeté en temps réel par les élèves. Donc ça, c'est un usage tout à fait intéressant en liaison avec, cette fois-ci, les manuels numériques. Un autre exemple un petit peu similaire, ça, je l'utilise pour des séances de type cours à trous. Donc là, je suis parti d'une carte mentale, donc que je projette, pareil, toujours le même principe. Donc là, il s'agit de faire un résumé de ce que les élèves ont appris sur tout un chapitre. Mais c'est une carte mentale à trous, donc j'ai des blancs qui sont sur la carte et que je vais pouvoir dévoiler au moyen de la tablette. Donc, je clique sur le blanc, je clique sur dévoiler et automatiquement, la carte se dévoile comme ça. Donc, ça va permettre aux élèves de découvrir le contenu au fur et à mesure de l'avancée. Donc là, pour tout ce qui est, je dirais, cours à trous, documents à compléter, là encore, on a des usages très pertinents de la tablette parce que pareil, pendant que je fais ça, je suis dans ma salle de classe et je me promène au milieu des élèves, je les interroge, on vérifie qu'ils prennent bien en note, etc., etc. Donc, on a bien sûr le même type d'usage avec un tableau interactif, mais là, on est au tableau et on est obligé de cliquer et on n'est pas auprès de ses élèves. Donc, c'est vraiment là des exemples. Ce n'est pas exhaustif du tout, bien sûr, mais c'est des exemples qui nous montrent que finalement, la tablette va permettre cette mobilité. Et depuis que j'utilise la tablette en classe, le tableau interactif, je ne l'utilise que comme vidéoprojecteur, finalement. Je n'utilise plus la partie interactive. Puisque finalement, tout ce que j'utilisais du tableau, ce type d'usage, je le retrouve maintenant sur la tablette. Donc, de mon usage, après je ne dis pas que c'est une généralité, mais de mon usage, la tablette vient remplacer le tableau interactif. Ce qui est important, par contre, et on y reviendra un petit peu vers la fin de la présentation, c'est d'avoir ce dispositif permettant de faire le miroir de la tablette sur le vidéoprojecteur. Et ça, à mon avis, c'est un outil qui est beaucoup plus pertinent que le tableau interactif en lui-même. Autre exemple, c'est ici une application qui va me permettre de gérer un petit peu tout ce qui est problématique de plan de classe. Donc, ça me permet de faire le plan de classe de mes élèves. Donc ici, j'ai une salle en U. Et avec cette application, je vais pouvoir mélanger mes élèves et donc fabriquer des plans de classe au fur et à mesure de mes besoins. Donc, si je veux, par exemple, échanger deux élèves, je fais l'échange très facilement. Donc, avec ça, c'est surtout utile en début d'année pour connaître ces élèves et pour les placer. J'ai mon plan de classe. Et pareil, comme je suis mobile, je peux me déplacer dans la classe et tout de suite savoir, même dès le premier cours, finalement, à quel élève j'ai affaire. Lorsque les élèves rentrent en classe, je projette le plan de classe. Ils se disposent selon le plan de classe. Et après, je suis mobile et je sais tout de suite à qui je m'adresse. Et en liaison avec cette application, j'ai un petit système de gestion de compétences, mais très basique. C'est-à-dire que pour chaque élève, je vais pouvoir, en appuyant dessus, afficher une fiche sur laquelle je peux compter, par exemple, le nombre de fois où il n'a pas fait son travail, sur lequel je vais pouvoir mettre des compétences sur, bah, tiens, au niveau de la connaissance du cours, c'est un petit peu moyen, le raisonnement, par contre, c'est bien, le calcul, ça pêche. Donc, je vais pouvoir, pour chaque élève, quand je circule dans la classe, quand je leur donne un exercice à chercher, en temps réel, je dirais, dès que je constate quelque chose, je vais pouvoir annoter. Il n'a pas fait son travail, là, le raisonnement, le calcul, super, le cours, il le connaît bien. Et donc, je peux annoter pareil. Et ça, c'est l'aspect mobile qui va me permettre ça, justement. Donc, pour la gestion des compétences, c'est assez intéressant. Après, bien sûr, je peux afficher un bilan de mes élèves. Donc, je vais simplement cocher les compétences que je veux voir apparaître. Et puis, je vais avoir le tableau récapitulatif des compétences que j'ai repérées. Donc, ça, c'est
donc un autre exemple d'usage sur la partie mobilité. Donc, voilà, je ne prétends pas être exhaustif, après on aura l'occasion d'en discuter lors des échanges, mais quelques exemples qui montrent pourquoi finalement j'ai abandonné le tableau interactif et que j'ai choisi de m'équiper plutôt d'une tablette. Alors, ça, je dirais, c'est pendant la classe. Après, la tablette va m'aider aussi, en dehors de la classe, pour tout ce qui est préparation de cours et diffuser des ressources auprès des élèves. Donc, une application que j'aime beaucoup sur la tablette, hein, elle s'appelle Explain Everything. Ça va me permettre de faire des petites capsules vidéo. Par exemple, si on veut s'essayer à la pédagogie inversée, c'est un bien grand mot. Hein, vous n'avez pas du tout la prétention de faire des merveilles en la matière, mais des fois, on a besoin de faire une petite vidéo pour expliquer un point particulier. Donc ici, par exemple, l'utilisation de la calculatrice pour faire des statistiques ou des probabilités. Donc, je filme que x soit inférieur ou égal à 4. Pour cela, on retourne à nouveau dans seconde distrib, mais on sélectionne binôme CDF. Voilà, donc vous voyez le principe, c'est-à-dire que je filme la calculatrice, mais en même temps, je vais pouvoir donner des explications orales par-dessus, et je vais pouvoir également animer des flèches, des pointeurs pour montrer sur quelle touche il faut appuyer, sur quel endroit de la vidéo il faut regarder. Et je vais aussi pouvoir écrire des choses, là, avec une écriture, voilà, une écriture de cochon. Mais au moins, c'est mon écriture, ils sont habitués, les élèves. Donc là, j'ai un petit stylet hein, pour m'aider à écrire, et tout ça, c'est filmé en temps réel par la tablette. Et après, j'ai juste un bouton à presser sur l'application, et ça va m'exporter la vidéo sur YouTube. Ce qui fait que ces petites capsules vidéo sont relativement courtes à faire. On gagne du temps. On gagne beaucoup de temps à les préparer. Et alors après, ce n'est pas de la qualité professionnelle, mais je veux dire, quand je fais cours, ce n'est pas non plus toujours d'une qualité extraordinaire. C'est ce que je suis en classe, il le retrouve, voilà. Et surtout, c'est rapide à faire. Si on voulait faire que des trucs super bien léchés, on y passerait une journée pour 5 minutes de vidéo, donc du coup, on le ferait pas. Donc, l'avantage que je trouve à cette application, c'est que ça permet rapidement de faire des petites vidéos pour expliquer un point précis de cours, un petit exercice, une petite méthode, ou ici l'utilisation de la calculatrice. Et ça se partage très rapidement. Alors après, pareil, avec le tableau interactif, on peut faire ces choses-là. Mais quand on veut faire une petite vidéo comme ça, il faut être dans sa salle de classe. Donc, il faut être au lycée. Et il faut que la salle de classe elle soit libre au moment où on a un trou pour faire la petite capsule vidéo. Du coup, même si on peut le faire, c'est dans la pratique extrêmement difficile à faire. Là, le fait que j'ai cette application sur la tablette, je fais ma petite vidéo quand j'ai envie, chez moi, et ça ne prend pas trop de temps. Donc ça, c'est, je dirais, la tablette pour m'aider à préparer mes cours. Et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est aussi de varier les supports. Si on leur donne toujours des polycopiés, des feuilles PDF, des photocopies de bouquins, etc., à la fin, ils se lassent. Donc, le fait de varier aussi les supports, de temps en temps leur faire une petite vidéo, ensuite leur donner une feuille d'exercice, ensuite, voilà. Donc, ça permet de varier un petit peu les activités et les supports sur lesquels on travaille. Donc, toujours dans l'idée de varier les supports, j'ai expérimenté également une application qu'on trouve sur toutes les tablettes, qui est une application de lecture de livres électroniques. Donc, ça s'appelle iBooks sur les iPads. Et du coup, j'ai pris mon cours de maths en terminale et je l'ai réécrit sous forme d'animé. Du coup, ce livre électronique, je le distribue aux élèves en début d'année. Et ceux qui sont équipés de tablettes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, vont pouvoir en disposer chez eux, hors connexion. Et donc, ils auront mon cours disponible sous forme de e-book. Alors, sur l'iPad, il y a une petite spécificité, c'est que les livres électroniques sont en plus interactifs. Donc, ça signifie qu'on va pouvoir interagir avec le livre. Donc, on va prendre un chapitre, par exemple, la géométrie dans l'espace. On va rentrer dans le livre, donc on va pouvoir faire défiler les bandeaux de texte.
On va avoir des figures, donc là, c'est des figures qui sont fixes. Mais après, dans la géométrie dans l'espace, on a des figures en 3 dimensions. Et là, je vais tout simplement pouvoir toucher la figure. Et la figure va interagir et se tourner. Donc, on va pouvoir voir la figure sur d'autres points de vue. On peut même la mettre en plein écran pour l'expliquer en classe, etc. Et donc là, on a vraiment une valeur ajoutée par rapport au livre papier, c'est l'interaction, l'interactivité avec le livre. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, qui est spécifique au format iPad, donc qui n'est pas forcément reproductible sur d'autres types de tablettes. Néanmoins, les élèves qui sont équipés d'Android, j'ai quand même la possibilité d'exporter ce même contenu, mais au format PDF. Donc, ils ont le même contenu, bien sûr. Par contre, ils ne vont pas pouvoir interagir avec les figures. Cela dit, comme en classe, on a fait les expériences et les manipulations, ils peuvent en avoir le souvenir, le support PDF peut suffire. Donc, ça, c'est pour le livre interactif, sachant que je termine sur ce livre, chaque chapitre se termine par un questionnaire, donc, qui est ici. Donc, en touchant juste le questionnaire, je vais être redirigé vers un QCM qui va permettre à l'élève de s'auto-évaluer sur les points du cours qui ont été vus dans le chapitre. Donc, il va faire il va répondre au questionnaire, à la fin, il a une note. Et pour compléter, j'ai également mis des liens. Donc, ça, ce sont des liens. Lorsque l'on clique dessus, on va être dirigé sur YouTube ou sur d'autres sites où certains points de cours sont expliqués sous forme de vidéo. Donc, c'est des points vers des ressources externes qui sont en liaison avec le chapitre. Donc, ça, c'est le livre interactif, mais vraiment tiré parti de la surface tactile, finalement, de la tablette. Donc, ce qui est assez intéressant. Donc, du coup, alors je ne l'ai pas fait pour tous les niveaux, mais pour les terminales, donc on va passer un petit peu de temps, mais ils ont cet outil-là à leur disposition. Alors, sinon, sur les autres niveaux, j'utilise aussi cette application. Ça s'appelle Scenari Reader. C'est une application qui va permettre aux élèves, pareil, d'avoir les cours de maths que je leur propose sur leur téléphone et sur leur tablette. Donc, cette application, elle fonctionne aussi bien sur Android que sur iPad et iPhone. Et le cours de géométrie dans l'espace que j'ai montré se trouve également disponible dans cette application. Donc, par contre, la mise en page ici est assez bien optimisée pour tout ce qui est téléphone. Donc, typiquement, l'élève peut télécharger il a le lien, je lui donne le lien en début d'année, vers l'application. Il va télécharger le cours sur son téléphone et puis dans le bus, il a 3 quarts d'heure de bus pour rentrer. Il va pouvoir, comme ça, feuilleter sans connexion Internet le cours de mathématiques. Alors, tout ceci nous amène à finalement la façon dont les cours sont présentés aux élèves, en tout cas au lycée. Je fais plus de cours, grand 1, grand 2, où les élèves notent sur le cahier. En fait, les cours vont se trouver ou bien sur l'e-book ou bien en ligne. En fait, le support principal pour diffuser les cours au lycée maintenant, c'est l'ENT. Donc, au lycée, on est équipé de l'ENT, les Ducs de Normandie. Et les élèves, en fait, sont invités, voire même plus qu'invités, incités à se connecter sur l'ENT pour récupérer les cours. Donc, voilà à quoi ressemble l'ENT. Donc, ici, je suis sur le niveau seconde. Donc, sur l'ENT, je vais retrouver les cours, ceux que j'ai montrés tout à l'heure dans l'application Scenari Reader, puisqu'en fait, j'utilise un outil qui est libre et gratuit, qui s'appelle Scenari, pour me permettre d'écrire les cours. Et l'avantage de cette application Scenari, c'est qu'elle va pouvoir, à partir des cours que j'écris, me faire un export pour l'application Scenari Reader, mais aussi un export optimisé, spécifique pour les Ducs de Normandie. Donc, je n'écris pas 3 fois ou 4 fois ou 5 fois les cours, parce que là, ça serait vraiment plus possible. J'écris mes cours une fois dans mon application Scenari,
Et ensuite, je dis, je veux un export pour le téléphone. Je dis, je veux un export pour les Ducs de Normandie. Je clique sur un bouton. Je veux un export pour avoir un fichier PDF pour l'avoir sous forme de papier. Je clique sur un bouton. Du coup, les élèves vont pouvoir avoir un fichier PDF avec tous les cours téléchargeables. Mais ils peuvent aussi les récupérer dans l'application. Donc, dans les Ducs de Normandie, on pourra récupérer des contenus pareils, des cours, et les consulter. Donc moi, ce que je leur demande, c'est systématiquement, pour chaque chapitre, d'aller lire le cours, de faire les exercices interactifs. Parce que le petit test que je vous ai montré tout à l'heure sur l'e-book, pareil, c'est le même outil scénario qui m'a permis de concevoir, ce qui fait que je l'ai exporté pour l'e-book, mais je l'ai exporté aussi pour les Ducs de Normandie, pour le NT. Et donc, ils vont faire le test interactif, et à la fin, je vais vérifier qu'ils ont obtenu les bons scores sur le test interactif. Donc, je ne fais plus de cours, mais je les oblige à consulter le cours et je vérifie derrière qu'ils ont bien consulté le cours. Et du coup, pour les inciter à faire cette démarche, sur les devoirs surveillés, ils sont notés sur 18 et je mets 2 points s'ils ont bien été consultés. Donc, les cours, j'essaie de les rendre les plus interactifs possibles, c'est-à-dire que j'alterne toujours un apport de notions avec ensuite un petit exercice. Donc, c'est des exercices qui sont autocorrigés. Les élèves peuvent être autonomes pour faire ces exercices. Donc, on leur pose une question. Après, s'ils n'arrivent pas, ils peuvent éventuellement dévoiler l'indice. Et puis, à la fin, dévoiler la solution pour confronter avec ce qu'ils ont fait. Donc, toujours pareil, essayer de les rendre les plus acteurs possibles sur ces contenus. Et donc, avec les Ducs de Normandie, on peut tout à fait avoir cette interactivité. Mais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est le plus intéressant, c'est la partie suivi. Autant quand ils sont sur leur smartphone, je ne peux pas savoir s'ils ont été consultés le cours sur le smartphone. La valeur ajoutée, la plus-value, la réelle plus-value de l'ENT, des Ducs de Normandie, c'est que je vais pouvoir cliquer sur la partie état et suivi. Et donc, je vais savoir, ressource par ressource, est-ce que l'élève a été consulté le corrigé? Est-ce qu'il a été consulté le cours? Est-ce qu'il a été consulté, est-ce qu'il a fait le test interactif? Est-ce que... voilà. Donc, toutes les ressources, toutes possèdent un compteur de visite finalement. Et ça me permet de savoir la popularité de chacune des ressources que je leur ai mis à disposition. Donc, j'ai cette traçabilité. Et comme vous le voyez, les Ducs, je l'utilise très bien avec la tablette. Du coup, si j'avais la chance d'avoir des tablettes pour mes élèves, je pourrais aussi l'utiliser réellement en classe, c'est-à-dire ces ressources interactives, les faire manipuler par les élèves pendant les séances de classe. Donc, ce que je mets sur le NT, c'est donc tous les cours, mais aussi les documents. Donc, on a des restrictions de budget au niveau des photocopies. On fait beaucoup moins. Du coup, le NT, je dirais, tombe à point nommé, puisque ça va me permettre de diffuser tout ce qui est correction de devoirs, correction d'interro, etc., au travers de l'ENT également. Donc, le début de l'année, c'est beaucoup de temps à expliquer comment on utilise l'ENT et puis surtout à s'assurer que les élèves ont bien tous leur code et sont bien tous en mesure de se connecter à l'ENT. Donc ça demande un vrai effort quand même. Donc on y consacre quelques séances en accompagnement personnalisé, mais c'est au final quelque chose qui dans la durée est rentable puisque après ils accèdent à toutes ces ressources et puis une fois que c'est fait pour une matière, c'est fait pour toutes les matières. Donc c'est un investissement. Il ne faut pas le négliger, mais après, il y a vraiment des usages très intéressants qui sont possibles. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie utilisation de la tablette comme support de cours. Et pour terminer, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, c'est l'utilisation de la tablette par les élèves. Alors, ou bien on a la chance d'avoir des tablettes pour les élèves, mais ce que je suis aussi en train d'essayer de creuser, c'est que les élèves ont tous dans leur poche des téléphones portables, des smartphones qui
sont extrêmement performants et qui permettent aussi beaucoup de choses. Et il y a des applications en maths, mais dans toutes les disciplines, qui sont gratuites le plus souvent et qui permettent un travail en autonomie. Donc, pour vous illustrer une application là, qui m'a particulièrement impressionné, ça s'appelle Photomat. Elle utilise l'appareil photo. Donc là, je lance l'application. Ensuite, je me mets sur une feuille qui contient des équations à résoudre. Donc, je passe juste l'appareil photo sur la feuille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'appareil photo a fait une analyse des caractères imprimés sur la feuille. Il l'a transformé en une équation qui est exactement la même que celle qui était sur la feuille. Et derrière, il fait les étapes de résolution de l'équation. Et donc, si j'appuie sur la touche suivante, je vais avoir les différentes étapes me menant à la solution qui était affichée tout à l'heure, qui était x égale 3. Et ça, c'est une application qui est quand même assez impressionnante et qui en plus est gratuite, fonctionne sur iOS, donc sur les produits Apple, mais aussi sur Android. Et donc sur les téléphones portables. Ça veut dire qu'une séance sur les équations, par exemple, je pourrais demander aux élèves d'installer cette application chez eux et leur distribuer la feuille, et ensuite ils sont en parfaite autonomie. Ils vont pouvoir résoudre les équations sur le papier et vérifier qu'ils ont la bonne réponse à l'aide de la réalité augmentée quelque part de leur téléphone. Et donc, comme ça, ils vont pouvoir contrôler et ne m'appeler que si vraiment il y a quelque chose qui coince, qui permette de me libérer plus de temps pour les élèves qui en auraient le plus besoin, sachant que les élèves moyens et bons pourront tout à fait être complètement autonomes sur le travail grâce à leur téléphone portable. Donc, même sans équiper tous les élèves de tablettes, il y a des applications qui ne demandent qu'à être découvertes et qui, sur les téléphones portables, peuvent vraiment rendre beaucoup de services. Donc, c'est aussi une piste que j'essaie d'explorer. Donc, ça, cette application-là, c'est sûr que chaque titre est passé pour cette année, mais c'est sûr que l'an prochain, ils vont commencer par ça. Je rêve de commencer un cours en disant, au lieu de ranger vos téléphones portables, c'est sortez vos portables. Et là, tout de suite, ça change un petit peu. Donc, voilà, je pense que vraiment la façon d'enseigner est en ce moment beaucoup, pas remise en question, mais beaucoup enrichi par ces nouveaux outils qui sont tablettes, mais aussi téléphones portables. On a vraiment de plus en plus d'applications qui sont extrêmement riches et qui peuvent nous aider et aider les élèves à gagner en autonomie. Et aussi, c'est un outil qui est très motivant pour les élèves. Ils aiment bien manipuler ces outils-là, ils sont beaucoup plus à l'aise que nous. Donc, je pense que c'est vraiment des outils qu'on a tout à fait intérêt à utiliser et à leur faire découvrir. Donc, c'est pour ça que je suis à fond dans ces outils-là. Donc, après, bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif ce que je vais montrer, mais c'est quelques exemples comme ça qui vont permettre aussi de lancer la discussion. Alors, pour conclure, quelles sont un petit peu les limites, les freins que je rencontre? Un premier frein, je vous ai montré tout à l'heure un manuel numérique qui était le manuel Césamat parce qu'il est librement téléchargeable en format PDF. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les manuels. Aujourd'hui, la plupart des manuels numériques que l'on utilise, c'est sous forme de clé USB branchée sur un ordinateur. Et encore, il faut que l'ordinateur, ça soit Windows. C'est pas de chance pour moi, j'ai un Mac, donc tant pis pour moi, j'ai qu'à pas avoir un Mac. Donc, je ne peux pas utiliser le manuel numérique fourni par l'éditeur. Et bien sûr, l'éditeur ou les éditeurs ne proposent pas encore sur les tablettes de manuel numérique. Il me ferait un plaisir de payer 3 ou 4 euros pour avoir sur ma tablette la même version que le manuel papier que j'utilise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ce qui est certain, c'est que lorsque le changement de manuel se produira dans le lycée, moi, je pousserai pour que l'on choisisse le manuel Césamat, puisqu'on peut l'acheter au format papier pour les élèves. Donc, on a le même modèle économique que le modèle classique des manuels. Mais en plus, la version numérique, il n'y a pas de frein
mis par l'éditeur du manuel pour l'enseignant. Au contraire, il y a une mise à disposition gratuite. Donc, moi, j'aime bien quand on ne m'empêche pas de travailler, mais qu'au contraire, on me donne des outils pour le faire plus facilement. Du coup, au niveau des manuels numériques, je regrette vraiment que les éditeurs ne soient pas plus impliqués dans la diffusion de leurs produits sur justement ces nouveaux supports. Donc ça, je dirais, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est comment diffuser ma tablette sur le vidéoprojecteur. Donc là, il y a plusieurs solutions techniques. Il y a une première solution qui consiste à acheter un petit câble qui permet de brancher la tablette sur le vidéoprojecteur. Mais si j'achète le petit câble, hein, j'ai mon fil à la patte et je me prive d'un grand nombre de bénéfices dont je vous ai fait part tout à l'heure. Du coup, moi, ce que j'utilise, hein, c'est un ordinateur. Donc, quand j'arrive en classe, je branche mon ordinateur portable sur le vidéoprojecteur. Et sur l'ordinateur portable, je vais avoir un logiciel qui va me permettre de projeter ma tablette sur le vidéoprojecteur. Alors, pour que ça se fasse, ça se fait au travers d'un réseau Wi-Fi. Comme on n'a pas de réseau Wi-Fi au lycée, en fait, mon ordinateur portable va le créer pour moi. Dès que je branche mon portable sur le réseau du lycée, automatiquement, il va me créer un réseau Wi-Fi pour ma tablette. Donc, tout ça, ça se fait assez facilement parce que j'utilise un Mac, mais même sur un PC, on a les mêmes possibilités. Mais vous avez compris, ça nécessite quand même une petite opération technique qui consiste à partager un réseau Wi-Fi, installer un logiciel que j'ai dû payer une dizaine d'euros sur mon ordinateur pour pouvoir faire le miroir de l'écran de ma tablette. Et il n'y a pas moyen de mettre ces applications-là sur le réseau du lycée? Alors, comme justement cette application, je l'ai payée 10 euros pour un poste, ce n'est pas une licence pour tout le réseau du lycée. Du coup, ça serait un petit peu compliqué. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Après, j'ai fait le choix aussi de venir avec mon ordinateur et ma tablette, justement, pour m'affranchir de toutes les problématiques techniques, si le réseau ne fonctionne pas, si dans la salle où je suis, l'ordinateur n'a pas le logiciel que je veux. Voilà. J'ai aussi acheté ma tranquillité d'une certaine façon, en venant avec mon matériel, c'est-à-dire je ne suis pas embêté à travailler avec l'USB et puis à les perdre au fur et à mesure que je change de classe. J'ai mon matériel et je sais exactement ce que j'ai dessus. Donc c'est aussi un confort. Mais par contre, ça a un prix. Hein. Donc il faut toujours débrancher l'ordinateur du lycée pour mettre sur le lien et puis rebrancher, etc. Donc il y a une certaine contrainte. Donc ça, c'est aussi un frein quand même important, mais je veux dire, vu les bénéfices que j'en retire, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Alors après, il y a une autre solution pour diffuser les tablettes, en tout cas les tablettes iPad sur un vidéoprojecteur. C'est la solution que j'utilise là tout de suite. Donc, je suis arrivé avec mon ordinateur portable comme en salle de classe, en pensant me brancher, mais il se trouve que vous avez un petit boîtier ici dans le fond qui s'appelle une Apple TV, qui coûte 99 €. Et cette Apple TV est justement faite pour faire le miroir de l'écran de la tablette sur une télé ou un vidéoprojecteur. Donc, certains enseignants, j'en connais, hein, ont fait équiper leur salle de classe, 99 € par rapport au prix d'un tableau interactif. Ce n'est pas non plus une fortune. Donc, certains enseignants ont fait équiper leur salle de classe d'une Apple TV reliée au projecteur. Et à ce moment-là, moi, je suis arrivé, j'ai demandé donc personne qui s'occupe de la salle de juste taper le code du Wi-Fi, puisqu'il y a déjà une connexion Wi-Fi, et automatiquement, ma tablette s'est projetée ici, et ça a fonctionné tout seul. Donc après, il y a des contraintes techniques, effectivement, mais il y a aussi des solutions qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en place, qui permettent d'avoir cette liberté, cette mobilité. Pour les tablettes, alors c'est pour les tablettes iPad. Après, sur Android, vous avez les mêmes mécanismes de miroir. Vous avez les clés Google, Chromecast, par exemple, ce genre de dispositifs qui permettent. Mais après, moi, je n'ai pas testé. Mais qui demande du Wi-Fi. Qui demande du Wi-Fi. L'Apple TV, on peut brancher un câble RJ45 du réseau du collège ou du lycée. La Chromecast, c'est une petite clé qui se met derrière le vidéoprojecteur, mais qui prend le Wi-Fi. Donc, si dans l'établissement, il n'y a pas de Wi-Fi. Par contre, Google, il y a des TV Google, enfin des boîtiers qui sont à peu près équivalents, mais qui sont moins
moins diffusé. difficulté, alors pour parler de Chromecast en particulier, ça ne fait pas tout à fait du mirroring, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre sur la télévision, l'ordinateur ou le vidéoprojecteur seulement certaines applications et pas comme on voit ici l'ensemble de la tablette. Ça ne fonctionne pas. Bon, on va pouvoir envoyer des photos par exemple. Vous prenez une copie d'élève en photo, vous pouvez l'envoyer sur la Chromecast. Une vidéo, ça va marcher, mais vous n'aurez pas le miroir complet de Et la difficulté avec Android, avec ce type de clé ou de choses qui pourraient amener à cette vidéoprojection, c'est que ça va dépendre du modèle de la tablette et de la version d'Android qui est installée dessus. Donc il faut être très très vigilant et ça bien s'assurer que le petit module qu'on achète va être bien compatible avec le matériel que l'on a et la version d'Android que l'on a installée. Sur la tablette Apple, en fait, on a un écosystème qui est très cadré. Toutes les tablettes Apple, c'est les mêmes et c'est les mêmes possibilités. Sur Android, l'écosystème va être beaucoup plus morcelé et on risque d'avoir des problèmes de compatibilité d'une tablette à l'autre. Alors après, sur Android, je pense que ce qui peut marcher, c'est d'utiliser VNC pour faire du mirroring. C'est un logiciel libre et gratuit qu'on peut installer gratuitement sur tous les PC du lycée. Si on a ce logiciel installé sur la tablette, à ce moment-là, le PC pourra faire un déport de l'affichage de la tablette sur l'ordinateur et donc sur le projecteur. Par contre, ça nécessite une petite manipulation technique. Il faut installer ce logiciel sur la tablette et ça ne règle pas le problème du Wi-Fi. De toute façon, on aura besoin d'un point d'accès Wi-Fi pour relier la tablette à l'ordinateur. Après, le Wi-Fi, il ne faut pas non plus en faire une montagne. On trouve pour une trentaine d'euros une petite borne qu'on met dans sa poche. On la branche quand on arrive, on la débranche quand on part. Ça peut être aussi une problématique qui se gère assez facilement. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment le point délicat, c'est de réussir ce miroir. Une fois que vous avez le miroir, vous avez gagné et vous avez votre tableau interactif. Et la solution dont tu parles pour Android, je ne connais pas celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont similaires et qui ont quand même le problème de la fluidité. VNC, ça ne sera pas très fluide. C'est-à-dire que VNC. En passant le doigt sur l'écran, ça change immédiatement de page sur l'écran et sur la projection, alors qu'avec ce type de solution, ça prend plus de temps. Et notamment pour tout ce qui va être vidéo, ça ne correspond pas très très bien. Si vous voulez, si vraiment le mirroring est votre préoccupation principale et une bonne qualité au niveau du mirroring, je dis la Royce dans le domaine, c'est la tablette iPad avec l'Apple TV. Mais après, je veux dire, on peut très bien faire, on peut accepter une seconde de latence quand on change de page ou quand on change une application, mais pas si on travaille sur de la vidéo. Mais si vous faites un cours à trous ou si vous complétez un manuel, il n'y aura aucun souci. Donc, il ne faut pas non plus toujours viser la perfection dans le domaine, mais il faut aussi accepter ces petites imperfections. De toute façon, il faut s'entraîner avant, chez soi, voir comment ça peut fonctionner. Mais voilà, c'est des possibilités qui sont très intéressantes, mais mise en œuvre technique qui demande à être étudiée. J'ai eu 2 questions en ligne. Je te les donne toutes les deux, puis tu vas y répondre comme tu l'as souhaité. Première question, comment réagissent les parents face à l'installation d'applications sur les téléphones des enfants? C'est le moment où tu as évoqué le fait de sortir le téléphone. Et la deuxième question, je pense que c'est au moment où tu as montré l'application en mathématiques, c'est où peut-on trouver ce genre d'application avec des conseils qualitatifs? Comment est-ce que tu as fait pour dégoter cette application magique en mathématiques ou comment tu choisis les applications que tu utilises, s'il y a des sites de référence? Alors, la question la plus simple, c'est comment réagissent les parents, Oui. Puisque j'en ai aucune idée. À partir du moment où je n'ai pas encore expérimenté réellement, ce qui est une certitude, c'est que si je demande aux enfants d'installer une application sur leur téléphone, ça sera de toute façon une application gratuite. Donc, si l'application est payante, je ne me lancerai pas dans cette expérience.
À partir du moment où l'application que je vous ai montrée est gratuite, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Après, si un élève n'y arrive pas, ben, n'a pas l'application, ben, tant pis, il regardera sur le téléphone de son voisin. De toute façon, on a la même question, quelque part, c'est qu'est-ce qui se passe? Les élèves ont pratiquement tous des smartphones, mais pas tous. Donc, s'ils sont équipés à 80% de smartphones compatibles, qu'est-ce qui se passe pour les 20%? Donc, à ce moment-là, je dirais que ce n'est pas pire que de les envoyer en salle informatique quand ils ont un ordinateur sur deux. À ce moment-là, ben, ils suivent à deux sur le même téléphone et puis ça n'empêche pas forcément la séance de se dérouler. De toute façon, pour l'exemple que j'ai montré, ils ont une feuille d'activité à travailler, donc ils ne vont pas être 100% du temps sur la feuille à scanner les équations. Donc un téléphone pour 2 ou pour 3 peut être tout à fait suffisant. La deuxième question, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver les applications pédagogiquement pertinentes? Ben, moi, celle que je vous ai montrée, comment est-ce que je l'ai trouvée, Photomat, ben, tout simplement, j'utilise Twitter pour faire de la veille sur un certain nombre de domaines, en particulier les applications mathématiques. Donc, je suis inscrit oui, quelque part, oui, des personnes sur Twitter qui relaient sur Twitter voilà, de la veille, comme on ferait de la veille sur des blogs et des choses comme ça. Donc, c'est comme dans mon Twitter, je vais passer cette appli et puis je vais essayer. Bon, après, je me suis fait ma propre opinion. Après, il y a voilà, il y a aussi des façons de trouver des applications dont on est sûr de la qualité. C'est au moyen de labels reconnus d'intérêt pédagogique par l'éducation nationale, etc. Et donc après, il y a tout ce qui est le réseau Canopé, par exemple, possède des personnes ressources dont c'est le métier, justement, que de faire la chasse à ces applications, de faire le tri, et puis après, de les proposer. Donc là, je dirais, on a ici la chance d'avoir une personne extrêmement compétente qui peut dans un... on dit plus CRDP. Donc, dans un atelier Canopé. Et du coup, on va pouvoir trouver un relais institutionnel et un conseil de qualité auprès de ces personnes. Donc, n'hésitez pas à aller à votre Canopé le plus proche pour leur demander quelles sont les toutes dernières applications dans le domaine. Exactement, vous nous avez montré un petit peu là, le plan de classe avec la gestion des élèves. Là, c'est vous qui avez mis un logiciel. Donc ça, c'est un logiciel qui ne fonctionne que sur iPad, qui s'appelle Salle de classe, et que j'ai développé moi-même pour mes propres besoins. Donc en mettant vous-même vos critères, voilà, je dis, voilà la rentrée, et puis je suis embêté tous les ans par ces problèmes de plan de classe, etc. Donc du coup, j'ai développé cette appli. Après, vous pouvez la trouver, elle est sur le store, donc il n'y a pas de difficulté pour se la procurer, sauf qu'elle ne fonctionne que sur iPad. Je n'ai pas fait de portage Android. Pour compléter votre question, si je me souviens bien, chaque enseignant peut choisir les compétences qu'il déclare. Je sais pas. Les compétences. Voilà, les compétences que j'ai là, c'est celles que j'utilise. Combien il y en a qui n'ont pas fait leur travail. Avec le petit plus, je peux ajouter, en enlever. Et puis, on a deux types de compétences. Les compétences où ça va être des compteurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou les compétences par compteur. Donc là, par exemple, en enseignement d'exploration, en MPS, on a une évaluation par compétence plutôt que par note. Donc, j'ai mis les 3 compétences sur lesquelles on s'était mis d'accord de travailler. Et du coup, pendant que les élèves font leurs activités, je passe et puis je valide pendant les séances. Et comment s'appelle l'application qui permet les cartes mentales à trous? Alors, les cartes mentales, en fait, je les ai faites sur l'ordinateur avec une application qui s'appelle FreeMind, qui est gratuite. Et il y a moyen Alors, FreeMind m'a fait la carte mentale totale. Et ensuite, les trous, je les ai rajoutés avec mon éditeur PDF. Donc, sur Mac, ça s'appelle Aperçu, mais je pense que Foxit sait faire la même chose. On peut annoter un PDF. On peut rajouter. Donc, moi, mes cartes mentales à trous, c'est simplement des cadres blancs que j'ai superposés à mon document PDF. C'est vraiment bête comme jour.
Donc, j'ai mis des cadres blancs au-dessus des parties que je voulais masquer dans ma carte mentale. Et puis après, ben, je les élimine avec l'application sur la tablette qui s'appelle Goodreader, qui permet d'enlever les cadres que j'ai rajoutés. Donc, c'est vraiment, là, je dirais c'est un petit peu de bricolage, hein, avec les moyens du bord. Goodreader, en fait, c'est une application qui va permettre de stocker des documents. Donc, moi, je m'en sers pour, voilà, je stocke tous mes documents, mes ressources, etc. Quand c'est des documents qu'il connaît, donc des fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF, à ce moment-là, il va me permettre de les visualiser et aussi de les annoter. Je vais pouvoir barrer des choses, superposer du texte, etc. Donc, c'est un visualiseur de documents avec possibilité d'annoter, mais ce qui est intéressant, c'est d'annoter les PDF. J'utilise justement cette possibilité d'annotation, mais à l'inverse, que j'enlève les annotations. Donc, c'est une petite astuce. Donc, Goodreader est assez sympa parce qu'elle est aussi en liaison avec des services cloud comme Dropbox, par exemple, ou Google Drive. Donc, ça me permet de télécharger directement sur la tablette les documents sur lesquels je travaille sur mon ordinateur. Et je peux même me connecter au réseau du lycée pour le récupérer sur le réseau du lycée aussi. C'est une application assez sympa qui remplace un petit peu le Goodreader. Je pense qu'on a l'équivalent sur Android. C'est une application assez répandue, assez populaire. J'ai une autre application pour préparer un cours du type capsule vidéo. Oui, Explain Everything. Explain Everything. Ça, en revanche, c'est plus compliqué à trouver l'équivalent souvent. J'ai une question encore d'une autre personne qui demande si tu as complètement abandonné le tableau blanc de base. Oui, pour la bonne et simple raison que depuis que j'ai fait la mise à jour de mon Mac, il y a 1 an, le pilote s'est mis à arrêter de fonctionner. Et le fabricant de mon tableau interactif n'a pas trouvé bon de sortir le pilote adapté à la version de mon système. Alors, je pense que la question, ce n'était pas nécessairement sur le tableau blanc interactif, c'est sur le tableau blanc. Est-ce que tu écris encore des choses au tableau? Oh là, bah oui. Je dépense de la clé. Hein. Donc, l'interactif, lui, je l'ai complètement laissé tomber et finalement, la tablette a complètement remplacé. Par contre, le tableau blanc, alors il n'est pas blanc chez nous, c'est un tableau à craie. Et puis là, bien sûr, j'écris des corrections d'exercices, etc. Les élèves, voilà, j'utilise pas totalement la tablette et voilà. Toujours le papier, le papier, le crayon, le tablette. J'utilise la tablette quand ça m'apporte un plus. Et puis, sinon, j'utilise 90% du temps le tableau avec la craie, bien sûr. Ne serait-ce que les 10% utilisés juste au moment où ça sert, bah, ça permet de gagner du temps et puis de faire son effet, quoi, de marquer aussi les détails. Pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, Goodreader n'existe pas en tant que tel sous Android, mais c'est des équivalents. D'accord. C'est une application de gestion de fichiers et puis d'annotation de documents. Donc, c'est un usage archi facile. Même sur iOS, vous avez des dizaines et des dizaines d'applications. Vous avez parlé de l'iBook à un moment donné, et que vous donniez en début d'année. Voilà, via le NT, ce manuel, c'est vous qui l'avez comment C'est vous qui Oui, parce que Ah, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc c'est vous qui l'avez fait. Oui. Et donc c'est un résultat d'un certain nombre d'heures de travail. Oui. Donc, en fait, sur le NT. Donc, dans l'espace documents, sur les terminals, donc les terminals ont à leur disposition sur le NT l'e-book au format iPad, donc avec l'interactivité, et le même e-book au format PDF, donc non interactif et qui fonctionne sur toutes sortes de tableaux. Donc, j'y ai passé effectivement un petit peu de temps, mais ce n'était pas non plus démesuré, puisque à partir de mes cours qui sont faits au format Scénarii, avec l'outil Scénarii que je vous ai décrit, en fait, c'est juste du copier-coller dans le logiciel qui permet de faire l'e-book, qui est un logiciel Mac spécifiquement, qui s'appelle iBook Author.
c'est un logiciel gratuit sur Mac, iBook Author, qui permet justement de fabriquer ces livres interactifs. Donc, j'ai pris mon outil Scénarii, j'ai fait copier-coller, 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 copier-coller. Donc, c'est embêtant au possible, mais ça ne prend pas non plus un temps démesuré. Ça rajoute 20% du temps au global sur l'ensemble du cours, mais ça donne aussi un autre format et puis quelque chose d'un petit peu original. Cela dit, je ne l'ai pas fait du coup pour tous les niveaux, je le faisais juste pour les terminales. Donc, ça fait un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas non plus démesuré. Par rapport aux livres numériques créés par des enseignants, il commence à y en avoir beaucoup. Des enseignants qui les proposent à titre gratuit, notamment sur iPad, puisqu'on a vu tout à l'heure les fonctionnalités très intéressantes en termes d'interactivité. Donc il y a vraiment des collègues, notamment en français, il y a Nourri qui fait ça et qui sont disponibles sur la bookstore. Il a commencé par niveau en quatrième, je crois qu'il a commencé sixième, quatrième. Après, il a fait par chapitre parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop volumineux. Mais il y a des choses qui commencent à exister vraiment, notamment sur iPad. J'ai une autre question en ce qui concerne l'attention des élèves. Est-ce que tu as noté que ça apportait quelque chose de différent dans tes cours en termes d'attention de la part des élèves, d'une part, l'usage des outils numériques, et également éventuellement sur les résultats? Le résultat, je ne peux pas dire. Il faudrait que j'ai une classe avec et une classe sans. Donc, l'attention, ça c'est évident. Quand je sens qu'il y a une baisse d'attention, je pose la craie, je prends ma tablette et je vais au milieu d'eux. Donc, je me mets au niveau du foyer qui commence à partir un petit peu en vrille et ça les calme tout de suite sans rien avoir besoin de dire. Donc, sans même avoir à aboyer, juste ma présence au milieu d'eux, ça permet aussi de recadrer. Et depuis la tablette, je continue à piloter le cours à distance. Donc, lorsque c'est possible, je m'éloigne du tableau, je me mets dans la classe, et là, du coup, tout de suite, ça relance l'attention. On ne peut pas faire tout le temps que ça, et après, ça ne marcherait plus. Mais au moment où on sent qu'on perd la classe, hop, on pose la craie, on va au milieu de la classe avec la tablette, et là, tout de suite, ça repart. Donc oui, il y a un gain d'attention, mais aussi parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Donc, c'est toujours pareil, c'est une combinaison de plusieurs techniques. Je vois que tu travailles tout le temps avec. Oui, bien sûr. Tu travailles avec GoodNote? Oui. Tu as parlé de GoodNote au départ. Oui, donc GoodNote, je l'utilise pour tout ce qui est annotation de manuel. Donc là, j'ai montré sur le manuel Césamat. Ça va me permettre de compléter directement sur le manuel. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes avec GoodNote, c'est qu'il permet d'afficher par exemple des quadrillages. Et il y a aussi des possibilités. Si je trace par exemple une ligne à main levée, elle ne sera pas forcément très droite. Et avec GoodNote, j'ai un petit outil que je peux activer qui va me permettre de redresser automatiquement. Et pourquoi tu es resté à l'ancienne version? Pourquoi? Parce que j'ai payé l'ancienne version et qu'elle continue, elle plante un petit peu sur les nouvelles versions d'iOS, mais globalement, pour ce que j'en fais, ça marche encore. Et comme je n'ai pas envie de repayer la nouvelle version pour avoir la même chose. Mais effectivement, c'est l'ancienne version et elle plante. Mais pour ce que je fais, ça marche. Et puis le jour où ça ne le fera plus, ben, j'achèterai la nouvelle version. Il n'y a pas grand-chose de plus. Pour l'instant, ça va. Et vous avez parlé de l'ENT à plusieurs reprises. Quand on n'a pas ENT, comment on peut vérifier le fait que les élèves, par exemple, consultent votre travail? Alors, en fait, depuis qu'on a l'ENT, ben, je l'utilise. Avant d'avoir l'ENT, on avait le LCS. Et en fait, les cours que je fais sur mon outil Scénarii, je les exportais sur LCS. Et vous Donc, avez en un fait, retour de même chose? Ah oui, pareil. Sur LCS, donc la plateforme de formation s'appelle Claroline. Et donc, c'est une plateforme de formation en ligne qui permet justement le suivi des élèves sur les ressources, etc. Donc, du coup, j'avais exactement le même type d'usage sur LCS avant de passer sur l'ENT. Donc, après, quand l'ENT est venu, je suis basculé sur l'ENT, ça m'a permis plein de choses. Mais sur cette partie-là spécifiquement, sur LCS, on peut faire la même chose.
Mais C'est une option à activer par les établissements. la plateforme de formation, Claire Online, oui, c'est une option activée. C'est une option activée, c'est un plugin qui s'active sur les LCS. Donc, il s'appelle plateforme de formation. Après, le MT devrait plus forcément tarder beaucoup. Donc après, les plateformes de formation, c'est aussi des gros outils et ça prend du temps à maîtriser. Donc là, tout de suite, se former à l'outil Claire Online, si vous devez être déployé sur le NT dans un an, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça sera deux outils différents. Autant profiter de l'arrivée de l'ENT pour se Ça va s'imposer partout, le c'est la deuxième année, le déploiement est sur 5 ans, donc les derniers, ça sera dans 3 ans. Les derniers, ça sera dans 3 ans. Donc, en moyenne, vous pouvez espérer dans 1 an et demi votre déploiement. Vous l'avez avec vous, le logiciel Scénarii? Vous l'avez écrit? Alors, je l'ai, mais c'est sur l'ordinateur, c'est pas sur la tablette. Donc, en fait, la tablette, j'utilise assez peu pour produire des ressources, c'est plutôt l'ordinateur. La tablette sert à. C'est plus délicat. C'est plus petit, il n'y a pas de clavier, etc. Donc, c'est pas forcément, j'utilise pas tellement, à part pour Explain Everything, qui utilise l'interface tactile. Pour tout ce qui est production de documents bureautiques, les sujets de devoir, là, je vais les travailler sur l'ordinateur. Donc, il faut forcément que les deux ordinateurs soient compatibles. Parce que, par exemple, moi, j'ai un PC. Si je veux m'acheter un Mac, un iPad, ça va être compatible En sens où on peut synchroniser sa tablette à iPad avec un PC. Donc après, l'outil Scénarii que j'utilise pour créer mes cours est un outil libre, gratuit et multiplateforme. Donc il fonctionne sur PC comme sur Mac. Donc on peut très bien créer ses cours sur PC et puis l'intégrer dans le NT, les utiliser depuis la tablette, etc. Donc ce n'est pas tellement PC versus iPad, ça dépend vraiment de l'application que vous utilisez. Alors, j'ai utilisé pour faire la petite présentation au début, j'ai utilisé la suite iWork qui est intégrée à l'iPad. Donc, le tableur que j'utilise pas mal aussi en classe, on n'en a pas parlé. Keynote et puis Page. Donc, effectivement, ça, c'est des outils Mac. Donc, par contre, c'est des outils qui sont aussi portés sur le cloud, donc sur Internet. Hein, vous pouvez aussi, depuis un PC, retravailler un classeur qui a été commencé sur l'iPad, par exemple. Et là, vous pouvez avoir un PC, ça va marcher aussi. Donc, le tableur, pareil, c'est assez pratique d'avoir un tableur sur la tablette. Ne serait-ce que, voilà, les rendez-vous de parents, voilà, mon planning, hop, vite fait, j'ai fait mon petit planning, mon petit tableur, et puis je complète, je passe dans les rangs, voilà, à quelle heure, etc. Donc, ça, c'est très pratique, et je le retrouve sur le PC, après, ça synchronise tout. Ça, c'est assez pratique. Ah ben ça s'appelle Office après. Il y a Office sur iPad, il y a Office sur Android, et tout ça synchronise à partir de la suite Office 365, tout se synchronise. Donc même dans le monde des PC, vous avez pour tout ce qui est bureautique, tout ce dont vous pouvez rêver normalement avec la suite Office. Alors sur Open, c'est autre chose. Le Microsoft Office 365, c'est un petit peu subtil. Les applications sont gratuites. Elles viennent de passer gratuites sur iPad d'ailleurs. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, il faut être abonné à Microsoft 365 et donc payer un abonnement annuel. Il y a un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que si on les télécharge simplement en gratuit, pour pouvoir les utiliser pour modifier des documents, il faut avoir un compte chez Microsoft, qui lui aussi est gratuit, mais ça nécessite quand même d'avoir déclaré un compte. Et l'étape suivante, c'est d'avoir vraiment l'abonnement à Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du J'ai encore une question.
question. Les ducs de Normandie est-il accessible par application ou uniquement par navigation sur le web? Il n'y a pas d'application. Donc, c'est uniquement pour navigation sur le web, mais avec une feuille de style qui s'adapte automatiquement et des fonctionnalités spécifiques sur les tablettes. Donc, quand on édite un texte, par exemple, on a des mécanismes particuliers sur les tablettes qu'on n'a pas sur les ordinateurs. Donc, l'ergonomie a été pensée pour les tablettes, quelles qu'elles soient. Donc, après, on peut réduire pour avoir une surface maximale, etc. Donc, il y a des petites choses comme ça qui le rendent assez pratique, mais il n'y a pas d'application. Et est-ce que tu te sers de ce système-là pour travailler avec des collègues? Ou en tout cas, est-ce que c'est possible? Oui. Donc, on a possibilité de créer des cours. Donc, ça, c'est ce que j'utilise pour les classes. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle les projets. Les projets, c'est un petit peu comme des cours, mais typiquement pour travailler avec les collègues. Donc, par exemple, au lycée, on a un projet professeurs principaux, donc qui est un espace collaboratif partagé par l'ensemble des professeurs principaux. Info lycée, qui est un projet qui contient tous les profs du lycée. Et donc, typiquement, on peut utiliser Info lycée pour envoyer un mail à tous les profs ou pour mettre des informations. On avait le système de bref sur papier avant. Maintenant, ça passe par un tableau de bord sur Info lycée. Donc, dès qu'on se connecte, on a des informations qui arrivent saisies par l'administration. Et puis, équipe maths pour tous les profs de maths, donc pour préparer sur les sujets de background, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est des espaces collaboratifs. On peut déposer des documents, on peut aussi créer des forums, on peut créer des sondages, on peut mettre des questionnaires, un petit peu comme les Google questionnaires. Donc, on a ce type d'usage aussi à l'intérieur de l'ENT. Sauf que faire un questionnaire, par exemple, concernant des renseignements d'élèves sur Google, ça craint du côté de la CNIL. Du côté de l'ENT, c'est parfaitement cadré puisque les déclarations CNIL sont prises en charge par le projet ENT. Donc, là, ça devient possible de le faire. Et ça, dans les espaces collaboratifs ou au projet, ça marche. Quelques-uns qui commencent à fonctionner. Tu es le seul dans ton établissement à travailler avec l'iPad? Avec l'iPad, oui. Avec le LT, non. Mais avec l'iPad, oui. Il y a d'autres collègues Pas de ma connaissance. et les autres collègues qui vous échangez avec eux, vous essayez de leur présenter un petit peu ce que vous faites, ils sont partenaires, enfin, je sais pas, il y a une curiosité. Non, Non. pas vraiment. C'est pas vrai. C'est pas vraiment. Non, pas particulièrement. Donc, le genre où, pardon, en l'occurrence, moi j'ai rencontré des collègues de langue qui étaient intéressés. Je pense que la difficulté pour ces collègues-là, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'outil que Olivier a déjà, d'une part, et d'autre part, ils s'attendraient peut-être plus à un investissement de la part de l'établissement, de la part de la région pour un équipement. Or, ça, c'est un petit peu compliqué encore. Donc, il y a un intérêt, mais il y a beaucoup de barrières. Moi, ça fait 1 an que je m'y intéresse. Autant je fais rien pour l'instant, parce que j'ai rien à moi. Pas de mon travail. Mais voilà, Donc le jour où, parce que vous avez dit une phrase qui était vraiment, j'ai particulièrement aimé, vous rêvez de commencer un cours par sortir vos téléphones. C'est vrai, c'est extraordinaire. Je me dis, le jour où vous allez faire ça, mais ça va arriver dans les brocs. Oui, parce que les élèves ont des ordinateurs dans la poche avec une puissance bien plus importante que les ordinateurs qu'on envoyait des hommes sur la Lune. C'est vrai que ça paraît complètement contradictoire. Et cette puissance, on leur dit que vous les rangez dans la poche et que vous les sortez dedans. Et à côté de ça, on leur fait acheter des calculatrices à 60 € qui ont 20 ans de conception et qui sont des véritables dinosaures et qu'on est obligé d'utiliser. Donc, Il y a des collègues qui commencent à faire ça. Moi, j'en ai vu, je ne sais plus, dans un établissement dans la Manche, il me semble, où il y avait des activités. Tu fais un petit peu aussi. Vous devez enseigner en physique. On va le faire venir ici. Moi, je conçois, mais c'est vrai que par exemple, j'avais un truc d'enseignant dans l'établissement, c'est le téléphone est sur la table, il est confisqué. Donc,
Alors que c'est pas chaud un téléphone de serre. Oui, c'est écrit dans le règlement intérieur. Bah, moi, je fais pareil quand je me téléphone sur la table. En général, il est sous la table. On voit une Oui, en couleur général, qui- il est chez Donc là, bien sûr, c'est pour envoyer des SMS, je Oui. le confisque. Mais le but, c'est justement d'en faire autre chose Voilà, et de montrer aux élèves qu'ils ont un outil qui est bien plus puissant qu'ils peuvent imaginer. Après, il y a encore, enfin, tous les enfants n'ont pas encore ça. Enfin, moi, je suis au collège, je suis enfant de dessin. J'ai même 2 classes dans lesquelles tous les élèves n'ont pas d'ordinateur, en tout cas pas Internet ou pas de manière fiable. Bon, parce que là, du coup, je suis limitée. Je ne peux pas travailler avec, je peux pas leur envoyer de choses parce que je sais que du coup, j'ai au moins 3 élèves sur mes 25 qui, Après, au lycée, il y a, dans 5 ans peut-être. au CDI, on a des ordinateurs qui sont libre service. On a aussi une salle libre service. Donc, il y a toujours les meilleures excuses du monde pour ne pas faire le travail dès que c'est sur l'ordinateur. Oui. Ah ouais, mais ça a bugué, monsieur, donc j'ai pas pu faire mon exercice. Ah oui, mais je me rappelle plus mon code, monsieur. Donc, et puis bien sûr, c'est toujours voilà. Mon chien a mangé ma box. Après, C'est toujours les chiens. D'accord. il suffit de donner ses travaux suffisamment en avance, leur prévenir, de toute façon, c'est pas la veille à 23h qu'il faut s'assurer que ça marche pas. Et puis, mais ça, dès que c'est sur le numérique, c'est aussi un alibi pour les élèves. Ah bah, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'ordinateur qui a bugué, donc j'ai pas fait mon travail, donc vous pouvez rien dire. Donc moi, de toute façon, oui, ils sont flingués. Donc, il faut aussi anticiper ces questions-là et leur donner aussi dans l'établissement les moyens d'avoir accès à. Donc ça, c'est important. Après, qu'ils n'aient pas chez eux, ça peut arriver. Après, il y a aussi des espaces publics numériques, il y a des endroits s'il y a besoin aussi d'accéder. Mais en premier lieu, dans l'établissement, c'est important qu'au moins au CDI, ils puissent avoir accès, les élèves qui n'ont pas Internet de manière fiable puissent avoir une petite priorité éventuellement sur les produits du CDI, enfin une organisation entreprise pour leur permettre. Et dès que le NT va arriver, ça sera indispensable. Sinon, si on est obligé de doubler par une impression papier tout ce qu'on met sur le NT ne sert absolument à rien. Donc il faut à un moment donné, dès qu'on passe sur le NT, il faut arrêter les autres canaux. Mais mettre aussi l'accompagnement à destination des élèves pour que tous les problèmes techniques soient résolus. Donc régulièrement, à la fin d'une heure, monsieur, ça a bugué, etc. Moi, je vais prendre maintenant, tu vas taper ton login, ton mot de passe, ici, ça marche comme par hasard. Par du temps. Bon, après, une fois qu'on leur fait le coup, Puisqu'on parle à nouveau de NT, j'ai une question ici en ligne. Avez-vous des interactions avec des parents via le NT? Comment ça se passe? La question qui... Attention, vous êtes filmé. Je suis filmé, c'est pas vrai. trop vite, je pose toutes les questions que je vois C'est vrai, apparaître je sur suis filmé. l'ordinateur. Donc au lycée, on a une problématique au niveau de la connexion à l'ENT. On passe par un portail qui est hébergé au rectorat. Ce portail pose problème lorsque on a perdu son mot de passe, on ne peut pas le récupérer. Donc on se bat depuis le début de l'année avec nos élèves pour leur réinitialiser les mots de passe, parce que ça doit être fait dans l'établissement. Il faut aller sur un poste particulier sur les réseaux administratifs, avec des privilèges particuliers que seul le proviseur peut déléguer. Donc on est 3-4 dans le lycée à pouvoir réinitialiser les mots de passe pour les élèves. Pour les élèves, on le fait. Mais depuis le début de l'année, on aurait peut-être réinitialisé 300 ou 400 des mots de passe. Pour un gros lycée, c'est une charge assez conséquente. Mais on ne peut pas s'en passer. Donc on le fait. Pour les parents, 2500 comptes par an, c'est hors de question. On ne va pas réinitialiser des mots de passe par an dans le lycée pour 2500 par an. Donc on a pris la décision, pour les parents, on leur envoie les mots de passe pour d'autres. Et ils n'ont pas les mots de passe ENT tant que les problématiques d'accès au portail d'identification ne sont pas réglées de façon simple, efficace et surtout adaptée au public de l'ENT. C'est-à-dire, le portail d'authentification, c'est un portail pour les profs, pour des professionnels, etc., avec des sécurités très bien. Ok, donc les profs, ça marche. Pour les parents, non, ça ne marche pas. Donc, tant qu'on n'a pas des systèmes fiables pour connecter les parents et leur permettre surtout de récupérer leur mot de passe s'ils l'ont perdu ou les assister pour créer un compte, etc., un
possible de leur ouvrir l'accès. L'établissement ne peut pas à lui-même gérer cette problématique. Voilà. J'ai loupé un truc. Ça veut dire que l'ENT ne prendra pas en compte les notes, on ne pourra pas rentrer les notes dans le... Voilà. Au niveau c'est un choix qu'on a fait au niveau du lycée, on a Pronote. Oui. Pronote est accessible pour les élèves via l'ENT. Ils se connectent sur l'ENT, service externe, Pronote, ils accèdent à Pronote. Sans autre code. Ah, direct. D'accord. Direct. Ouais. Par contre, pour les parents, l'accès à l'ENT est problématique. Par contre, l'accès à Pronote, c'est facile. C'est un login mot de passe. Pronote, c'est envoyer ça tout seul. Et ça, Pronote, il sait faire. Ça marche très bien. Donc, du coup, on a envoyé aux parents leur compte Pronote. Donc, les parents ont accès au cahier de texte, ils ont accès aux notes et ils ont accès aux absences, etc. Donc, par rapport à ce que les parents demandent, on répond à la demande. Et les cours en ligne, etc., demandent que les élèves y accèdent, les parents n'ont pas forcément besoin d'y accéder. Donc, nous, ça répond à notre problématique. Après, je trouve ça dommage que les parents n'aient pas un accès complet et entier à l'ENT. Quand tu donnes des leçons aux élèves, tu peux mettre un lien direct vers l'ENT dans Pronote. Bon, bof. Bof. Les deux sont vraiment... C'est-à-dire, moi, mes cours, ils sont entièrement en ligne sur l'ENT. Donc, dans le cahier de texte Pronote, je vais être extrêmement évasif parce que l'intégralité du cours est accessible depuis la partie cours sur l'ENT. Donc, moi, mes élèves, il faut qu'ils aillent là. Après, sur Pronote, ils vont voir exercice 75. Mais je ne vais pas faire le lien, etc., parce que les élèves sont censés aller voir le cours de façon systématique. Ça, je ne vais pas mettre de lien. Pas... Les deux, je pourrais mettre un lien, bien sûr, mais si on se connecte sur Pronote sans passer par l'ENT, on va être bloqué. Donc, ça ne marche pas, l'intégration n'est pas optimale parce que justement, on n'utilise pas le cahier de texte de l'ENT, mais un produit tiers. Donc, du coup, on n'a pas cette interopérabilité. Ah, mais il y a un cahier de texte dans l'ENT. Il y a un cahier de texte dans l'ENT. Et vous avez dit qu'il y en avait un dans Pronote. Il y en a. Il y a deux cahiers de texte là? Oui, mais on n'utilise pas, du coup, on n'utilise pas le cahier de texte de l'ENT, on utilise le cahier de texte de Pronote. Parce que dans ENT, il y a le cahier de texte, mais pas les notes. Alors, petite vie scolaire qui est en cours d'intégration, qui a changé par rapport à l'an dernier. Donc, on attend que tout ça se stabilise et puis on en reparlera rapidement. Et à terme, il y aura les notes ou pas de l'ENT? Oui, bien sûr. Ah oui, Bien sûr. Il y aura quelque chose qui sera différent de Pronote, je crois, mais qui sera intégré directement. Oui, d'accord. C'est ça. Il y a un produit de vie scolaire qui est un produit tiers qui va être intégré à l'ENT. Donc, du coup, on pourra se passer de Pronote. Mais comme on est passé sur Pronote l'an dernier, on va tout de suite abandonner, on attend que les choses se stabilisent. Et puis après, on verra. Donc, à terme, bien sûr, il n'y aura plus qu'un seul produit, on pourra faire plein de choses. Pour l'instant, ça reste assez cloisonné. Donc, moi, ma préoccupation, mon accent est vraiment sur la partie pédagogique de l'ENT. Le Pronote, c'est vraiment l'exercice 75, page 30, terminé. Je vais vraiment le strict minimum. J'ai une dernière petite interrogation là, sur le logiciel qui projette la tablette que vous avez donc sur votre ordinateur. Vous avez pas donné de noms. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne sur Mac et aussi sur PC. Il s'appelle AirServer. A-I-R-S-E-R-V-E-R. Donc, ça permet de projeter une tablette iPad ou un iPhone sur un PC ou sur un Mac. Et ça coûte une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. La difficulté quand même, si je peux me permettre, pour ce logiciel-là, il y en a deux qui sont équivalents, qui ont le même prix, qui ont des fonctionnalités similaires. La difficulté pour un établissement scolaire, c'est qu'on ne peut les acheter que sur Internet et donc il faut avoir une carte. Ce qui peut poser problème dans certains établissements parce que le gestionnaire ne souhaite pas effectuer ce type de paiement. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est fiable, qui est relativement peu coûteuse, mais qui a cet inconvénient. En général, du coup, c'est plus simple d'avoir un boîtier type Apple TV. C'est qu'on peut aller
Et du coup, c'est surtout une installation fixe comme ici. Là, vous avez typiquement ce type d'installation où vous avez l'Apple TV dans un coin, connecté au projecteur, éventuellement un renvoi pour brancher un ordinateur. Vous avez les deux. Au niveau de la télécommande du projecteur, vous allez basculer entre l'Apple TV, c'est votre tablette, et l'ordinateur. Donc, je pense qu'en termes d'infrastructure établissement, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est beaucoup plus fiable et pérenne. C'est ce qui est le plus usité d'ailleurs, moi, dans Fiable les et pérenne. établissements que Si, j'ai si- vu, c'est ce qui. Parce que les PC fixes dans les salles n'ont pas le Wi-Fi. Il n'y a pas le Wi-Fi dans les ordi qui servent à faire l'appel. Sauf que ça. Mais une petite borne Wi-Fi, ça coûte rien. Hein. Ça a même la forme. C'est ce que vous avez dit. Voilà, On l'amène avec ça. On l'amène, on la branche, on l'utilise et puis on part avec, terminé. Après, il ne faut pas que ce soit un frein. C'est-à-dire, par rapport au coût global d'un tableau interactif et la souplesse que ça apporte, franchement, entre le tableau interactif et puis. Est-ce que vous les utilisiez vraiment avant le tableau interactif? Ben, Pleinement ou... Pleinement, non, je n'allais pas jusque-là, mais je l'utilisais quand même un petit peu. J'avais commencé à découvrir. Ça ne me donnait pas tout à fait entière satisfaction. Et puis, quand j'ai eu la tablette, du coup, le tableau interactif, Ceci dit, j'ai vu dernièrement des choses fort intéressantes en tableau interactif, tactile. On peut déplacer. tu peux emmener sous le bras, Ouais, dans le fond de ta il commence à y classe. avoir des choses pertinentes et pédagogiquement de plus en plus intéressantes. Oui, bah, de toute façon, le système idéal, ça va être le tableau interactif tactile avec un déport sur une tablette. Ce qui existe, voilà. C'est-à-dire qu'on peut commander ce qui se passe au tableau depuis la tablette, on peut venir au tableau et faire des choses. Il y a une reconnaissance d'écriture des équations mathématiques qui est absolument magique. Bah, il y a ça sur tablette aussi, il y a des Oui, sites sur Internet où ils font ça. Donc oui, le système idéal, c'est ça. C'est vraiment l'usage de la mobilité. Mais après, la tablette liée au tableau interactif, ça va aussi priver de tout le store d'applications, que ce soit Android ou machin. On va être prisonnier d'un constructeur. Et c'est ça le problème. Donc il faut aussi réussir à s'affranchir d'un constructeur pour être le plus ouvert possible.